Alors, mon nom est Julie. Je vais être votre animatrice pour cette conférence. Vous allez voir, je suis en bonne compagnie aussi. On va être en compagnie d'Audrey Fontaine du Jardin de la Brouette pour la conférence L'amour du chou. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste vous glisser un petit mot sur la fête des semences. Comme vous savez peut-être, ça a commencé mercredi, puis ça se poursuit jusqu'à dimanche. On a une programmation assez variée, hein. On va mettre dans le chat le lien vers toute la programmation. On vous invite à participer également aux autres événements. Au total, ça rassemble une trentaine d'invités. Puis l'objectif, en fait, c'est toujours de promouvoir les semenciers et semencières du Québec, mais également aussi de rencontrer des fournisseurs de produits horticoles et services horticoles d'ailleurs. Donc, sans plus tarder, on va saluer notre invitée, Audrey Fontaine. Bonsoir. Allô, Julie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On est content de t'avoir avec nous. Oui, moi aussi, je suis super contente de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux choux. J'avais une petite appréhension par rapport à ça, mais voilà, on est rendu là. Puis j'espère là, que que les gens vont apprécier la conférence ce soir. Puis je vais être ouverte aux questions aussi durant la soirée. Oui, parfait. Ben oui, je suis certaine que ça va être intéressant. Je suis convaincue, en fait. Comme peut-être tu sais, la programmation, c'est sous la thématique des histoires de semences. On se pose la question par rapport tu sais, des fois le partage des semences ou aussi les partages au sein d'une génération à l'autre des semences. Puis, je voulais savoir si toi aussi, tu avais peut-être une histoire, une anecdote à nous partager pour savoir si, tu sais, est-ce que tu as toujours voulu, toi, être dans le monde de l'agriculture ou si ça t'est apparu à un moment donné? C'est quoi Moi, ton histoire? c'est apparu à un moment donné dans ma vie, l'agriculture. J'aimais ça. Tu sais, je m'intéressais toujours aux choses agricoles puis tout ça. J'ai des amis qui sont agriculteurs dans le domaine laitier, puis aussi de la grande culture. Mais j'ai pas de famille apparentée en agriculture. Puis mon premier métier, c'était ébéniste. En 2013, j'ai décidé que je voulais faire d'autres choses de ma vie. Puis, j'avais toujours fait des grands jardins chez moi, peu importe où j'étais, soit en appartement ou ailleurs, comme dans les villages. J'arrivais toujours à me trouver un spot pour être capable de planter quelque chose. Puis, j'en produisais toujours trop. Puis, c'est comme ça qu'il est apparu en 2013. J'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie. Fait que j'ai lu beaucoup, puis j'ai sauté les deux pieds joints là-dedans, les deux yeux fermés dans l'agriculture. Puis je me suis mis à faire des paniers de légumes, puis à vendre des légumes au marché public aussi. Donc, ça a été, je dirais, ma première année, ça a été une dure année d'apprentissage parce que je partais de rien. Je n'avais pas suivi de formation dans ça. Et j'avais juste comme mes connaissances de simple jardinage dans un jardin. Puis là, de fournir un marché public, c'est d'autres choses. C'est vraiment un gros pas. Puis, si ça n'avait pas été de mes clients, je ne suis pas sûre que je serais encore en agriculture aujourd'hui. Mais bon, tu sais, j'ai eu des clients qui ont été là, puis qui m'ont entourée, puis qui m'ont encouragée. Fait que j'ai continué. Puis, je vais vous conter une histoire. Pourquoi que le chou, c'est une plante qui m'intéresse tant. En 2014, j'ai une de mes bonnes clientes au marché public à Drummondville qui est venue me voir avec une enveloppe de semences. Puis qui m'a dit, je ne suis pas capable de les faire pousser ici, ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. Puis elle me donne son enveloppe de semences de chou. Et cette enveloppe-là, je l'ai encore, je vais vous la sortir. C'est comme c'est ma boîte de précieux souvenirs. Je vais fouiller pendant que je vous parle. Puis, je cultive ce chou-là durant l'été, en me disant, je vais y donner la moitié de la récolte que je vais faire. Puis, le restant du chou, je vais l'avoir pour moi, puis je vais pouvoir continuer. Je la trouve pas. Je dois l'avoir mis dans le sous-sol.
Puis, c'est ça, Mimi était super contente que j'ai cultivé ce chou-là. Le chou, ça s'appelait Soie de Buzeaud. Puis c'est un chou qui est énorme, qui est croquant, il est frais. C'est un chou qui est comme quasiment comme une salade iceberg. C'est rare qu'on peut faire ça, qu'on puisse mettre les deux mains dans un chou puis le craquer à la main. Mais ça, c'en est un. C'est un chou qui est pommé, mais les feuilles sont tellement minces. C'est comme des feuilles de papier de soie, ce chou-là. Puis c'est vraiment un chou qui est super sucré. Puis Mimi, elle l'utilisait pour faire ses choucroutes parce qu'elle vient de la Croatie. Puis là, elle s'était revenue avec cette enveloppe-là. Sa mère, puis elle, puis c'était ce chou-là que ça leur prenait pour faire leur choucroute. Puis avec, c'est ça, fait que je lui ai remis ça. Puis là, ben, moi, je suis restée avec quelques choux, mais pas assez avec les années, pour garder une génétique qui était fiable pour la reproduction de semences. Mais c'est avec ce chou-là que j'ai commencé à reproduire mes semences. Bon, je récoltais mes semences de tomates, poivrons, tout ça, ça allait bien. Mais des bisannuels, ça a été le premier légume que j'ai fait en bisannuel. Puis là, d'aller chercher toute l'information que ça prenait pour être capable de conserver le chou, finalement, je me suis rendu compte que, ben oui, OK, ça pousse sur 2 ans, ça. Pour avoir la fleur, il faut que je le conserve tout l'hiver. Où est-ce que je vais conserver ça? Comment je vais faire? Fait que là, je me suis intéressée beaucoup à ça. Puis, bon, j'ai réussi à garder les choux tout l'hiver. Puis l'été d'après, de me refaire là, encore, d'arriver à la semence, récolter les semences. Puis l'autre année d'après, refaire le chou, puis tout ça. Puis finalement, c'est ça, ce chou-là, d'année en année, le chou Soie de Buzeaud, mais je perdais de la génétique en le reproduisant comme ça. Puis, il y a à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu n'as pas assez de spécimens. Mais là, ça a été le problème de retrouver le chou. Il a fallu que je fasse des recherches, puis que j'aille à l'international pour être capable de récupérer les semences de ça, puis de me faire venir des semences à l'international pour être capable d'avoir un pot génétique qui était assez gros pour être capable de reproduire ce chou-là en bonne et due forme, puis d'offrir une semence de qualité aussi. Mais au début, c'était pas trop grave parce que je reproduisais le chou juste pour le revendre au marché. Mais j'avais un super beau chou quand même. Mais en me mettant à vendre la semence, là, c'était plus possible de juste faire ça, juste de la sélection sur pas beaucoup de spécimens. Fait que j'ai commandé un gros bunch de semences. Puis on a envoyé ça, ces semences-là, on a envoyé ça faire pousser chez un producteur de choux du Québec, qui est gros. Il a produit 50 000 choux. Puis dans ce bunch de semences-là, de choux-là, là, on a sélectionné pour vrai qu'est-ce qu'on était pour cultiver pour les années d'après. Donc, c'est un peu comme ça que ce chou-là est arrivé dans mes semences. Puis c'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, je repense encore à Mimi. Puis là, je me dis, ben au moins, là, elle est capable d'avoir des semences. Puis ça pousse bien, ce chou-là, au Québec. Il y a des gens qui l'ont testé sur l'île. Je me souviens plus, Julie, peut-être que tu peux m'aider. L'île qui est dans le milieu du fleuve, mais à hauteur de cette île-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de me répondre dans le groupe, mais il y a plein de chevreuils sur cette île-là. L'île d'Anticosti? Oui, Anticosti, c'est ça. Donc, ce chou-là pousse super bien à Anticosti. Ils sont capables de le rendre à terme. Donc, c'est vraiment un chou que je pense qui pourrait être super bien adapté, le chou Soie de Buzeaud, pour les conditions hivernales qu'on a au Québec. Ça peut être super intéressant de le cultiver chez vous aussi. Là. C'est une belle variété. Audrey, est-ce que tu pourrais l'écrire, le nom de ce cultivar-là, dans le chat? Il y a 2 personnes qui écrire ça. S'il te plaît. Merci.
Parce que tu nous as tout donné envie d'y goûter. Oui, là, je pense que j'ai juste écrit à Isabelle Paquin, qui va être super heureuse. Bon, je sais pas, je vais le réécrire à tout le monde. Voilà, comme ça. Ouais, de Buzo. Ah, parfait. Ouais. Voilà. Merci. Puis j'aimerais ça, si tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise, parce que dans le fond, c'est la Brouette. Veux-tu nous glisser quelques mots sur ça avant qu'on présente Jardin La ton Brouette, projet? au départ, c'est une entreprise maraîchère, puis on a bifurqué vers l'entreprise semencière. Fait que présentement, on ne produit plus que des légumes pour faire de la semence. C'est ça, on essaie de se spécialiser dans les semences de bisannuelles comme la carotte, le chou, les autres brassiacées là, qui sont plus difficiles à obtenir. On produit aussi d'autres variétés de légumes. J'aime beaucoup faire des variétés de tomates. Là, on en a peu sur le site. On a à peu près 8 variétés sur le site. L'année prochaine, on va remettre en ligne 48 variétés de tomates qu'on va proposer aux gens, puis 48 variétés de piments aussi qu'on va proposer aux gens l'année prochaine. Donc, mais pour cette année, vous avez quand même le choix de 98 variétés là, de légumes, fleurs, fines herbes qu'on reproduit à la ferme. Moi, c'est un peu particulier, ma ferme, parce que, bon, j'ai un terrain qui fait 100 pieds par 180 avec une serre dessus puis une maison. Fait que j'y reste plus grand place sur le terrain. Ce qui arrive souvent, c'est que je vais aller cultiver chez des cultivateurs qui me prêtent des bouts de champ ou qui ne sont plus capables d'aller parce que, vu la grosseur de leur machinerie, ben, moi, avec mon motoculteur, ça me fait bien plaisir d'aller dans leur petit coin pour profiter de ces bouts de terre-là. Puis, l'autre chose aussi, mais ça, on regarde quand même pour expansionner puis être capable d'avoir une terre dans les prochaines années. Mais c'est ça. Ça, c'est les difficultés d'être en région, mais je suis dans le centre du Québec. La valeur des terres est exceptionnellement haute, un peu comme en Montérégie, puis sur le pourtour de l'île de Montréal. Le prix à l'hectare est très haut. Donc, ça devient difficile de s'établir sur une terre qui nous appartient. C'est un peu ça qui est mon entreprise. Parfait. Aimerais-tu qu'on présente, qu'on mette ta présentation? Oui, je vais faire ça. Je vais vous partager ça. Si je suis capable de faire comme tantôt, excusez. C'est ici. OK. Mon Dieu. Ouais, ça va être ça ici. Share. Et voilà. Je ne sais pas si là, c'est correct. Oui, on voit bien. Fait que c'est ça. Donc, l'amour du chou, je vais faire une courte exploration de son histoire, puis les méthodes de reproduction. Donc, si on regarde... bon, ça y est. OK, comme ça. À l'origine du chou, il y a deux génétiques. Pour le chou, on a Brassica oleracea et Brassica rapa. Je vais plus vous parler de Brassica oleracea ce soir que du rapa. Parce que, bon, c'est une plante qui a beaucoup, excusez-moi, il ne faut pas que je touche à ma souris, désolée. C'est la première fois que je fais une conférence, je suis un peu stressée. Donc, c'est ça, le Brassica oleracea, ça se trouve à être une plante qui était indigène en Europe. C'est une plante qui poussait beaucoup sur les bords de mer, sur le bord. C'était vraiment une plante sauvage. C'est une plante qui a été cultivée à partir, là, je vous dirais, là, les sélections se sont faites avant 1000 ans avant Jésus-Christ. Tranquillement, les gens se sont mis à sélectionner cette plante-là, soit pour les feuilles, soit pour les fleurs ou
les différentes parties de la plante. Puis, ça a fait que la plante s'est différenciée dans différentes variétés. Donc, on a vu apparaître le kale, ensuite de ça, les choux à feuilles, ensuite de ça, les racines ont été sélectionnées. Puis, finalement, brocoli et les choux-fleurs sont venus comme à la fin. Puis, finalement, comme les dernières variétés, ça a été le chou de Bruxelles qui s'est vraiment comme développé là, avec les Hollandais. Aujourd'hui, le chou, c'est vraiment une grosse valeur économique mondiale. Il est cultivé tout au long de l'année, partout dans le monde. C'est un légume qui est super consommé, autant en Europe, en Amérique, en Asie ou au Moyen-Orient. Il y a une multitude de plats que les gens font avec ça. Puis aujourd'hui, la sélection dans les choux, dans les brassiacées, elle est très organisée. Puis c'est hyper actif, là. C'est comme, mettons, ça a pris peut-être 1000 ans, 2000 ans. Puis là, je vous dirais, là, dans les 50 dernières années, là, c'est comme une explosion de choux, de variétés de choux, de couleurs de choux, tout ça. Puis, bon, il y a la génétique aussi qui s'est mis un peu de la partie. Ensuite de ça, c'est ça, les Hollandais sont très, très forts. C'est eux qui ont développé les choux de Bruxelles, mais ils sont très forts dans la génétique avec l'université. Je ne suis pas capable de la nommer. C'est l'université principale d'agriculture en Hollande. Puis, excusez-moi, je suis incapable de nommer son nom, mais c'est ça. Eux, ils sont très, très forts sur ce développement-là. Donc, au départ, on avait le chou sauvage qui se trouve être le chou qui est à gauche. Je ne sais pas si pour vous, est-ce que c'est assez gros? Julie, les images? Très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre dans le clavardage, dans le chat, si vous voyez bien? Oui, bon, il y a deux autres personnes qui secondent qu'on voit bien. D'accord. Donc, tout le monde dit que c'est très intéressant. Merci. Au départ, c'est ça, on avait le chou sauvage qui ne ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble plus à un paquet de feuilles, puis ça poussait plus ou moins là, sur les bords de champ, puis tout ça. Puis, tranquillement, les gens se sont mis là, à sélectionner ces feuilles-là, puis à développer des kales, des collards, puis le chou pommé. Puis le chou rave aussi. Puis au 16e siècle, là, c'est venu à se développer plus, tantôt comme je le disais, là, le chou-fleur qui a vraiment été plus développé. Puis ça a juste été au 14e siècle là, avant qu'on développe les choux de Bruxelles. Donc, c'est quelque chose là, qui... c'est une longue évolution, puis ça s'est tout fait par sélection, là. Donc, les gens sélectionnaient année après année. Comme, mettons, si on prend le chou de Bruxelles, les gens sont partis d'une plante qui servait d'une plante pour nourrir le bétail, donc un chou fourragé. Puis, l'histoire du chou de Bruxelles, ça se trouve à être que sur le bord de la capitale, les agriculteurs avaient de moins en moins de terre. C'est drôle, ça pourrait se passer avec Montréal. Puis, les gens se sont mis à sélectionner ce chou fourragé-là, qui avait comme des espèces de petites buds entre chaque feuille, puis se sont mis à sélectionner et resélectionner les buds pour être capable de faire des petits choux, mais de les faire pousser en hauteur. Donc, on avait plus de production sur moins grand terrain. Puis, vu que ce chou-là, il pousse vraiment plus en hauteur, c'est un chou là, de Bruxelles. Ça peut venir quand même assez haut, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre
1,20 m de haut. Donc, quand on sélectionne, mais ça nous fait apparaître des choses comme ça. Il y a encore des sélections qui se font comme ça. Aujourd'hui, on a croisé les choux de Bruxelles avec le kale, des kales rouges. Là, ça donne des kalettes qui sont un peu exceptionnelles. On a comme une espèce de petit chou pommé, frisé un peu. C'est très beau. On en voit à l'épicerie de ces nouvelles variétés-là qui sortent aujourd'hui. Mais ça n'a pas été sélectionné nécessairement comme ça a été sélectionné au 14e siècle. Donc, excusez. Donc, c'est ça. Si on part de la plante de la base, qui était Brassica oleracea, on avait comme deux branches à cette plante-là, qui se trouvait être comme une espèce de moutarde sauvage. Là, on pourrait apparenter ça à ça. Donc, on a une branche qui venait plus de l'Europe de l'Ouest. Puis avec ça, on a eu comme la création des choux pommés, la sélection qui s'est faite au travers des années. Puis on en est venu à avoir, les gens ont sélectionné plus des choux qui formaient comme une espèce de petits buns, puis tout ça. Puis il y avait les choux fourragés, là. Puis ça a donné les choux, en sélectionnant les choux fourragés, on est allé vers les choux de Bruxelles. Ou sinon les choux à moelle, mais le chou à moelle, on le connaît moins au Québec. On ne produit pas beaucoup de ça. Ça s'apparente beaucoup à des choux collards. Mais ça fait une grosse tige qui est consommable aussi, là. Puis, on a sélectionné les choux raves, qui est ça, le bas de la tige enfle vraiment. C'est ça, il y a ça va par partie de la plante. Puis sinon, il y a dans la zone méditerranéenne, eux, ils sont plus allés vers la sélection de ce qui poussait plus haut sur la plante. Donc, tout ce qui était la partie supérieure de la plante, les fleurs, tout ça, eux, ils se sont mis à sélectionner ça. Puis ça a donné les brocolis puis les choux-fleurs avec le temps. Si je pense, j'ai-tu passé une... Je pense que j'ai passé une... Non, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, il y avait Yves Pelletier qui demandait si tu avais eu des ennuis avec l'arrivée récente de la cécidomie du chou qui s'attaque à la plupart de nos crucifères. Puis comment vous en défendez-vous? Oui, en fait, quand on fait des semences de choux sur des plus petites parcelles, il faut absolument isoler nos choux, puis tout ce qui est brocoli, choux, choux-fleurs, tout ça, on isole tout ça pas par spécimen, mais par bunch de spécimens. On utilise la toile, c'est de la P17 qu'on met. On se fait des arceaux, on se fait comme des espèces de tunnels. Puis là, pour la cécidomie du chou-fleur, c'est hyper important que ces toiles-là touchent à terre puis soient enterrées aussi pour pas que ça rentre en dessous. Parce que la cécidomie du chou-fleur, je vais juste passer un peu plus loin sur mon diapo. Excusez, ça va peut-être flasher un peu. Ça comme ça ici. L'insecte qui est en bas à votre gauche, ça se trouve être la cécidomie du chou-fleur. Et ça fait juste 2 mm. C'est vraiment tout petit comme insecte. Ça s'infiltre partout. Puis, ça fait vraiment des ravages dans les cultures de tout ce qui est brassiacé au Québec. Les gens qui cultivent du kale, qui cultivent des choux, toutes sortes de ces formes-là, c'est vraiment un problème majeur dans les cultures ici au Québec, dans les grandes cultures de ces légumes-là. Puis nous, comme semenciers, il faut se protéger de ça aussi. Fait que je vous dirais là, que le meilleur moyen, c'est de la grille qui se trouve être un filet anti-insectes.
puis qui nous protège de ça. Mais il faut vraiment l'installer comme il faut, parce que sinon, la cécidomie du chou-fleur, elle va passer, puis s'il y a moindrement une brèche dans le filet, mais c'est dommage, mais elle va rentrer par là. Souvent aussi, on a des veilles agronomiques qui sont publiées là, sur les sites de culture qui nous aident à savoir, OK, ben moi là, là, ça va être le temps. Mais souvent, on installe ces filets-là dès le début de la culture pour ne pas se faire prendre. Puis ça l'évite aussi là, d'avoir l'autre insecte qui est la périte du chou. Là. Donc, c'est ça. Sinon, il y a toujours les insecticides, mais chez nous, on n'utilise pas ça. Je ne suis vraiment pas une fervente d'insecticides à la ferme. Donc, on se prémunit de ces insectes-là avec des filets. Là. Okay. Sauf que ça n'empêche pas que si vous en avez, je ne sais pas si vous voyez la photo du brocoli à droite, bon, OK, oui, il est taché un peu, mais on s'entend qu'à la maison, ben OK, il ne sera pas parfait comme à l'épicerie, mais il est mangeable quand même. C'est pas parce qu'il y a un insecte qui est venu pondre dessus qu'on ne peut pas le rincer et le manger. C'est un peu la même chose pour les choux. Ça se peut que vous ayez des vers dans vos choux puis des choses comme ça. C'est pas intéressant parce que ça peut nuire à la conservation de votre aliment, mais c'est pas indigeste non plus pour... vous pouvez le manger quand même. Ça va vous donner des protéines. C'est peut-être ça que je peux vous dire. Puis souvent, quand j'étais maraîchère pour les marchés publics, on apporte juste notre beau stock dans les marchés publics, mais ce qui arrive souvent aussi, c'est que ces légumes-là, on en a dans les champs, puis on les mange. Nous autres, on mange toujours le moins beau. C'est toujours ça. Je vais retourner là. Oui, comme c'est. J'espère que je ne sais pas si j'ai répondu en gros à votre question, mais c'est pas mal. Oui, oui, tu as répondu à la question et la personne qui te posait la question, Yves Pelletier, a même écrit merci, Audrey, d'avoir répondu à la question. Oui, parfait. Il y a d'autres questions, on peut les garder ouais, pour après si tu veux. Ben, on peut au travers aussi, là, ça va. Fait que, il y a des caractéristiques qu'on va choisir quand on va sélectionner des choux pour faire de la semence. Il y a les critères biologiques, là, des espèces qui sont allogames, puis qui sont pollinisables par les insectes aussi, puis que le clonage est facile. Donc, ça, on va préconiser, en tout cas, excusez, ces variétés-là qui sont facilement, avec les insectes qui vont facilement se polliniser entre eux, c'est quand on veut créer des nouvelles variétés. Là. Puis, on va regarder l'autre critère, ça va être des critères économiques. Est-ce que le chou, la densité à l'hectare, est-ce que ça va être faible? Est-ce que ça va être rentable? Si on veut développer des nouveaux choux. Puis, on va regarder aussi les organes végétatifs. Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont performants? Parce que c'est toujours ça qu'on va vendre dans les marchés publics. On vend les organes végétatifs. Donc, quand on sélectionne des variétés, on va sélectionner en fonction de ces critères-là aussi. Là, je voulais vous mettre une image. Quand on fait de la sélection, c'est une image qui est prise sur Internet, là, mais ça peut être très haut, un chou, quand ça pousse la deuxième année. On peut avoir des surprises des fois. Ça vient énorme. Ça m'est déjà arrivé là, d'avoir des choux qui me dépassaient vraiment beaucoup. Des fois, quand ça nous arrive, on se demande tout le temps si on n'est pas
en présence d'une nouvelle, d'une nouvelle variété ou quelque chose qui s'est passé là, dans la génétique, puis que là, ça, il faudrait peut-être l'isoler à part parce que lui, il va être spécial. Puis c'est un peu comme ça que les gens faisaient probablement de la sélection aussi dans le temps. Historiquement, les gens, ils se disaient « Ah, mais lui, voyons, il ne fait pas comme d'habitude. » Fait qu'il isolait les gens, là. Fait que, pour ça. Ensuite de ça, on peut faire de la sélection aussi selon les systèmes agricoles. Il y a une agriculture conventionnelle puis industrielle que ça, je pense qu'elle va être là pour toujours. Puis il y a l'agriculture paysanne puis biologique aussi qui est quand même une belle opportunité à développer. Selon ce qu'on est en conventionnel industriel ou paysan biologique, ça va être deux manières de sélectionner différentes qu'on va avoir pour les semences, là. Donc, on va avoir deux métiers distincts puis deux processus vraiment distincts pour la production de semences là, dans les deux cas. La sélection récente, admettons si je prends les choux-fleurs, jusque dans les années 70, c'était des améliorations de population qu'on faisait. On sélectionnait massalement, des grands champs, puis on sélectionnait dans ces grands champs-là les spécimens qu'on voulait. Puis c'était des variétés qui étaient fermières, qui restaient quand même à pollinisation ouverte. Puis, bon, on multipliait toujours le même genre de choux. Puis, depuis le début des années 70, il y a eu la création des hybrides F1. Et ça, c'est des variétés qui sont vraiment homogènes. Puis, souvent, ce qu'ils vont faire quand ils vont... moi, je ne fais pas ça chez nous, je suis incapable de faire ça. Parce que ça prend... c'est souvent les chercheurs qui vont faire ça. Puis, vous allez avoir une variété de choux femelles, puis une variété de choux mâles. Je vais expliquer ça simplement comme ça. Puis, on va prendre la génétique des choux mâles, va transférer dans la génétique des choux femelles, et ça va vous donner la graine de ça. Ce que le chou femelle va donner comme graine, ça va vous donner des hybrides F1. Et ça, vous allez être sûr que ça va être exactement ce type de chou-là. Puis, ça va être comme un chou parfait. Juste pour essayer d'expliquer ça, pas trop compliqué. Puis, là, au 21e siècle, on s'en va vers d'autres voies de sélection. C'est beaucoup la biotechnologie qui va embarquer dans ça avec les grands groupes internationaux, là, Bayer, Sakata, puis les variétés sont vraiment standardisées. Puis ça, ça peut être des sélections en laboratoire qui vont être faites. Il y a les nouvelles techniques CRISPR qui arrivent aussi, là, qui vont sûrement changer la donne dans les prochaines années. Puis, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Puis sinon, il y a quand même les variétés de terroir, puis la sélection paysanne qui va quand même continuer, puis se faire professionnellement aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent ça de plus en plus. Les producteurs biologiques, je ne pense pas qu'ils aillent vers des transformations CRISPR ou des hybrides super performants. Ils ont besoin d'avoir un légume performant, mais ils n'iront pas vers ce type de sélection-là. Je ne pense pas, en tout cas. Ensuite de... Oui, excusez. Donc, c'est ça. Ce que je sélectionne quand je sélectionne un chou-fleur, un brocoli, du chou, je vais regarder premièrement les qualités de la pomme pour conserver mes semences. Fait que la première année, je vais faire mes transplants.
Puis là, je vais vraiment regarder, bon, est-ce que j'ai la bonne couleur? Est-ce que la forme, la densité, ma couverture de petits grains est-tu belle? Est-ce qu'il se conserve bien aussi? Est-ce que ma plante, est-ce qu'elle attrape des maladies facilement ou pas? Est-ce qu'elle est rustique, tu sais, à mon endroit où ce que je la fais chez moi? D'ailleurs, je sélectionne là, présentement 2 variétés pas de chou-fleur, mais de brocoli que j'ai croisés à la main en récoltant le pollen une par une des fleurs, puis en allant sur mon autre brocoli que j'avais isolé. Là, je suis allée polliniser fleur par fleur mon brocoli. J'ai récolté les semences de ça et là, je suis à la sélection de ce nouveau brocoli-là. Est-ce que ça va me donner quelque chose dans 5, 10, 15, 15 ans? Ça peut être très long de faire de la sélection comme ça. Mais c'est par curiosité que je le fais. Puis c'est parce que c'est intéressant de voir la plante, comment elle va réagir aussi à cet apport de pollen-là qui vient d'une autre plante. Donc, c'est ça. Tandis que mettons, en agriculture conventionnelle, puis les grands producteurs de semences, eux, ils vont s'assurer de l'allogamie de l'espèce. Là. Donc, les variétés hybrides, ils doivent être allogames, tandis que dans le... Nous, on promouvoit plus que la plante elle soit à pollinisation ouverte, qu'elle soit capable de se reproduire par elle-même. Là. Donc, c'est ça. Un peu ici. Donc, ici, comme ça, des pôles génétiques, ça existe depuis longtemps. Depuis le 16e siècle, il y a différentes lignées qui se sont développées. Les Italiens, eux, ont développé des formes super diversifiées, des couleurs, les choux-fleurs romanesco, les brocolis, mauve, rose, toutes les... qui sont allés plus dans cette gamme-là. Tandis que dans l'Europe du Nord-Ouest, eux, ils vont prendre ce que les Italiens ont fait depuis à peu près 300 ans. Ça reste quand même des plantes qui restent allogames, mais ils ont plus développé des choux-fleurs d'hiver. Donc, toutes les choux-fleurs qui vont se conserver plus longtemps. Parce qu'un brocoli, bon, ça dure quelques temps, mais ça se conserve moins bien. Les Italiens, ils étaient plus au chaud, ils peuvent en faire pousser plus qu'une fois durant l'année. Tandis que dans l'Europe du Nord-Ouest, ben, là, on a un besoin de conservation là, qui se met là. Puis, ils ont développé plus des bisannuels. Tandis que les Italiens, eux, ont développé plus des plantes annuelles qui pouvaient reproduire à chaque année. Ensuite de ça, on a dans le nord de l'Europe, eux, depuis 400 ans, ils sélectionnent vraiment les choux-fleurs d'automne, puis ils vont sélectionner tout ce qui est chou qui va se conserver très longtemps. Mais ça, c'est à l'origine depuis à peu près 400 ans qu'ils font mettons 400 ans avant Jésus-Christ, c'est ça je veux dire, qui sélectionnent ces choux-là. Puis qui développent des choux. Aujourd'hui, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de variétés de choux un peu partout dans le monde. Puis les Asiatiques, eux, ils ont repris des combinaisons, ils ont fait des mix entre les annuels et les bisannuels. Ça arrive des fois qu'on ne sait pas trop est-ce que mon chou, est-ce que c'est un annuel ou c'est un bisannuel? Est-ce qu'il faut que je le reproduise tout de suite cette année ou est-ce qu'il faut que j'attende pour l'année prochaine avant de le replanter pour être capable d'avoir les semences? Mais eux, ils sont un petit peu plus spécialisés que ça. Puis moi, j'en ai pas vu beaucoup de ces choux-là ici. Là. Pas quelque chose qu'on voit souvent. Les Australiens, ils font aussi un peu pareil. Ils recombinent des annuels puis des bisannuels ensemble. Ça aussi, là, ça donne des allogames là, pour la plupart des choux.
Est-ce que les gens savent c'est quoi autogame, allogame? Je parle de ça, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi. Bon, je suis capable d'aller dans mon autre. Excusez. Je vais essayer de vous sortir. Je cherche la feuille. Allogame, autogame. Il y avait quelqu'un justement qui demandait des précisions dans le chat un peu plus tôt par rapport au terme allogame. Puis Oui. on avait répondu, là, en fait. C'est Isabelle qui avait répondu que ça Parfait. signifie des plantes qui favorisent la pollinisation croisée, soit deux variétés qui se croisent ensemble. Oui. Merci Isabelle. Donc, ensuite de ça. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui disait qu'elle ne savait pas qu'est-ce que c'était allogame. OK. Allogame, c'est une plante qui va être qui va avoir un carpel mâle, puis qui ne pourra pas s'auto-féconder. Tandis que, excuse-moi, comme ça, je vais retourner à l'autre diapositive comme ceci. Ouais, autogame, il va pouvoir s'auto-polliniser plus facilement là, avec les autres. Donc, c'est ça. Quand la plante est pollinisée, quelques semaines là, après la pollinisation, on va voir les gousses sur la plante qui vont se former. Puis, 24 heures après la pollinisation, c'est ce qu'on va voir là, avec les figures A, B, C. Donc, on va avoir la petite boule de pollen qui va s'être comme infiltrée à l'intérieur de la fleur, puis qui va se mettre à former un genre de silice là, qu'on voit là, sur l'image de gauche là, après la pollinisation. Là, ça va se faire comme tout seul. C'est comme s'il y avait un grand fil, une petite boule de pollen qui rentre dans la fleur, puis qui va... Malheureusement, on ne voit pas ça à l'œil nu, mais là, c'est ça, il y avait comme l'INRA partage beaucoup de photos comme ça, scientifiques, qui sont super intéressantes à aller voir. Puis moi, je vous encourage à aller voir ces sites-là, qui sont des sites scientifiques qui sont très... la vulgarisation est très bien faite aussi. Puis on apprend beaucoup. Puis moi, je voulais vous partager ça parce que je trouve ça vraiment magnifique d'être capable de voir la pollinisation après 24 heures. Qu'est-ce que ça ressemble dans la plante? Puis ça, ils font ça avec... ils mettent de la fluorescence pour être capable de faire ça, ces images-là, au microscope. Là. Donc, c'est ça. Puis, c'est comme merveilleux. Pour moi, c'est comme toujours un enchantement de voir ces particularités-là de la plante qui sont tellement microscopiques qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Je vais vous partager ça comme ça. Là, est-ce que c'est mon image microscope pollinisation que tu vois, Julie? Bien, ce qu'on voit, en fait, c'est image microscope PDF. Là. Donc, on voit l'observation de la réaction ici par microscopie à fluorescence. On a les 4 images. Okay. Puis, c'est ça. On n'est plus sur ta présentation PowerPoint. Mais on peut la remettre de notre côté si tu... Ah, là, voilà! Là, je l'ai remis. OK. Avez-vous planté vos choux? Donc, c'est ça. Fait que ce qui est important en premier, c'est de choisir sa variété qu'on veut faire. Puis, si vous voulez faire des semences de choux, ça va être important de savoir que toutes les choux se croisent ensemble. Donc, si vous plantez comme la première diapositive que je vous avais montrée, je vais reculer un peu. Donc, tout ça ici, ça vient de la même plante.
Donc, si vous faites des semences de choux en même temps que vous faites, puis cette année-là, vous avez décidé aussi de vous faire des semences de brocoli, puis que vous isolez pas vos fleurs quand ça va quand ça va venir en fleurs, bien, ces deux plantes-là, ils vont se croiser ensemble. C'est parce que ça vient de la même plante originelle. Donc, toutes ces formes-là peuvent se croiser ensemble. C'est sûr qu'il faut que les fleurs arrivent en même temps là, pour que ça l'arrive. Mais habituellement, elles sont pas mal synchronisées dans dans leur apparition. Donc, c'est pour ça que c'est important d'isoler là, avec des toiles anti-insectes ou sinon d'isoler à 1 kilomètre. Mais il faut que vous sachiez qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup de moutarde des champs. Donc, c'est hyper important là, de regarder ça quand vous faites de la semence de choux. C'est à peu près sûr que ça va aller croiser avec ça. On dirait qu'il y en a tout le temps une en fleurs en quelque part. Puis moi, je suis arrêtée de me battre avec ça. J'isole mes plantes avec des filets P17, ça règle le problème. La plante est isolée, il n'y a pas d'insecte qui va là, à part le vent qui passe au travers des filets, puis c'est ça qui fait que ça pollinise mes choux. Fait que ça, c'est comme un must à savoir là, quand vous faites de la semence de choux. Donc, c'est ça. Puis, pour réussir vos choux, mais un chou, c'est un légume qui est gourmand. Donc, ça va vous prendre un bon fumier au début de la saison. Là, vous amendez votre sol comme il faut avec un bon compost, un bon fumier, mais il ne faut pas trop en mettre aussi parce que sinon, il va juste développer des feuilles. Puis vous, ce que vous voulez, ben, c'est ce qui développe une pomme. Donc, il faut en mettre, mais avec parcimonie. Mais il ne faut surtout pas manquer d'eau durant votre saison de culture. Le chou, c'est quand même un légume là, qui a beaucoup d'eau à l'intérieur. Puis, si vous ne voulez pas qu'il développe des hernies ou des choses comme ça, c'est quand même intéressant là, il faut qu'il y ait un apport d'eau régulier. Il ne faut pas qu'il y ait une grande sécheresse ou un apport trop grand d'eau. Trop grand d'eau, vous allez avoir la pourriture qui va se faire. Puis, pas assez d'eau, vous allez avoir des atrophies sur vos choux ou sur vos bottes de fleurs de brocoli ou de chou-fleur. Ça va venir sec, puis souvent le légume va venir comme roussi. Là. Je vais expliquer ça un peu comme ça. Puis, sinon aussi au printemps, nous, on part les choux 4 semaines avant le mois d'avril. On part les choux au mois de mars. Puis, dès que le sol est travaillable à l'extérieur, on va transplanter tout de suite les choux, la mode de terre. Puis, on va planter le chou jusqu'à il y a la tige, puis après ça, vous avez les feuilles. On va planter vraiment jusqu'aux premières feuilles. Donc, comme ça, le chou va bien s'enraciner. Il va refaire des radicelles sur la petite tige aussi. Puis, il va pouvoir poursuivre sa vie là, comme ça. Là. Puis, ça l'aide aussi là, à faire une belle culture de départ. Là. Ensuite de ça, ben, c'est ça, vous plantez ça là, quand il y a 4-5 feuilles. Quand votre chou a 4-5 feuilles, là, c'est le temps de planter à l'extérieur. Puis, il faut savoir au printemps, si vous plantez ça trop tôt, puis que vous n'avez pas endurci vos plants, ça, c'est rentrer, sortir vos plants à l'extérieur. Un chou, au printemps, c'est fragile. Ça va geler. Même si c'est une plante qui est résistante au froid rendu à l'automne, au printemps, elle n'est pas assez grosse pour résister à des gelées. Donc, il faut la protéger au moment de la plantation jusqu'à temps qu'on ait des belles chaleurs. Puis, c'est ça. Ensuite de ça,
Ouais, c'est ça, c'était les bibites. On en a parlé tantôt. Je pense que je ne reviendrai pas. Il y a la périte du chou aussi, qui est l'espèce de petit papillon blanc là, avec le petit point noir. J'ai pris la photo. Je trouvais que le jardin botanique avait mis une super belle photo. Donc, ce petit papillon-là, quand vous voyez ça avec les petits cocos tout bien cordés là, sur votre feuille, c'est souvent en dessous des feuilles de brocoli. Vous allez retrouver ça là, dans le creux. Là. On dirait qu'ils aiment ça se cacher. Là, fait que ça, vous regardez vos feuilles, puis c'est pas dur. Là, vous prenez votre doigt, puis vous l'écrasez, puis ça en fait un peu moins. Ça va vous aider à avoir des plus belles pommes de chou aussi. Ça, comme ça. Ça, c'est une vieille photo que j'ai trouvée sur la Bibliothèque nationale. Ça fait longtemps qu'on produit des graines de chou au Québec. On a à Saint-Anne-de-la-Pocatière, au centre de recherche, ils en faisaient. Ils faisaient de la recherche là-bas pour développer des variétés qui étaient plus résistantes puis plus adaptées pour le Québec. Puis ici aussi, à Deschambault, il y a eu longtemps là, des agriculteurs qui produisaient de la semence de chou-fleur. Donc, c'est pas inhabituel de produire de la semence. Malheureusement, au Québec, je pense qu'on a oublié ça s'est comme perdu dans les boîtes de carton, je ne sais pas quoi. Puis, je ne connais pas grand monde qui font de la semence de choux ici là, pour la production locale. À part les semenciers qu'on est, là, les petits semenciers, il y a quelques semenciers qui en font. Donc, ça ici, c'est une tête de brocoli en fleurs. C'est un légume qui est particulièrement aimé des abeilles, des insectes pollinisateurs. Ça fait énormément de fleurs et c'est hyper mellifère pour les insectes. Donc, c'est sûr que si vous voulez vous amuser à en laisser monter un en graines durant l'été, ça, c'est une annuelle. Donc, la première année, vous allez avoir des fleurs comme ça, puis vous allez pouvoir vous rendre à la semence avec, mettons, du brocoli ou du chou-fleur. Puis, c'est excellent aussi, les pousses, comme ça se mange, c'est super goûteux. Puis, c'est très bon en salade. Vous pouvez faire ça. Ça, c'est quand on récolte les semences de choux, on va mettre ça sur un grand drap à l'extérieur. On va plier ça, on va les laisser sécher. On laisse sécher les silices jusqu'à temps qu'ils soient dorés puis craquantes. Puis, ensuite de ça, on embarque dessus, on pilote dessus, on se met des bottes. Puis, c'est un peu la manière de récolter les silices. Donc, on a comme un premier tri. Là. Après, on enlève les grandes branches que ça fait. Puis, on va se ramasser avec des impuretés beaucoup au travers des semences. Puis, après ça, il va falloir comme les nettoyer. Mon Dieu, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, mon enfant. Je ne sais pas si vous voyez dans mon pot, mais au travers des petites graines, il y a beaucoup encore de poussière. Ça, on va passer ça dans une machine qui est comme en forme de spirale. Ça va faire en sorte que les bonnes graines vont se séparer de ce qui n'est pas bon. La graine, tout ce qui est graines de chou, brocoli, chou-fleur, c'est rond. Puis, c'est ça, on sépare ça en deux. Le séparateur a comme deux voies. Puis, ça nous permet de sortir. Un chou, ça va donner jusqu'à presque 200 000 graines. Donc, mais dans ça, on va en retirer comme probablement le tiers qu'on va jeter, qui sera pas bon. Les graines, ils vont être vides ou sinon, il peut y avoir des insectes dedans ou des choses comme ça.
Puis, l'autre partie qu'on va garder, là, on va encore refaire une sélection de ces graines-là. Puis, on va être capable de sélectionner les grosseurs. Ça, on va passer ça dans des tamis qu'il faut brasser à la main. Puis, bon, comme ça, on enlève les plus petites semences. Là. On garde juste les plus grosses semences pour notre sélection de choux. Donc, oui, excusez, je recule d'une diapo. Quand vous faites la sélection d'un chou d'une biannuelle pour être capable de la garder pour l'hiver, il y a deux choix qui vont s'offrir à vous. Ou vous allez garder, c'est important de garder la racine, une partie de la racine, puis de garder la tête. Mais vous allez enlever vous allez plumer votre chou. Vous allez enlever toutes les feuilles extérieures du chou, puis juste garder la partie qui est les racines avec la tête. Ça, les premières années que moi, j'ai conservé mes choux, j'avais un vieux frigidaire que je gardais dans le garage. Ça me gardait ça à 1 à 2 degrés. Puis, je gardais mes choux dans ça, mes 25 choux. Ça prenait toute la place dans le frigo. Je ne pouvais pas rien mettre d'autre dans ce frigo-là. Puis, durant l'hiver, je retournais souvent dans mon frigo et je vous jure que ça ne sent pas très bon. Un chou qui se met à pourrir, c'est dégueulasse. Mais c'est ça. Fait que souvent, j'allais nettoyer les feuilles extérieures, puis j'enlevais les feuilles extérieures jusqu'au printemps pour arriver au printemps puis avoir un chou qui est quand même sain. Tout ce qui était noir, j'enlevais ça. Puis on replante la racine, mais on va replanter là, quasiment, là, je replantais là, je calais le chou là, à peu près au quart dans la terre. Puis là, je faisais une croix dessus. Puis avec les années, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de tout garder la boule de chou. C'était merveilleux. On peut la couper puis manger le chou durant l'hiver. Mais par contre, il faut se garder quand même un tige, je vous dirais, là, c'est un 2 pouces au-dessus de ce qui est sorti de terre dans la pomme. Vous allez garder un 2 pouces. Fait que là, vous coupez ça, vous mangez votre chou. Fait que super, on ne perd pas rien. On ne perd aucun nutriment comme ça. Puis en plus, on va avoir des semences. Fait que quand on coupe, ça donne à l'image de droite. Puis, durant l'hiver, ce qui va se passer, il y a comme des petits buds qui vont sortir. Ça, c'est comme des petites pointes apicales. Puis, quand vous allez le replanter au printemps, vous replantez ça, mais ces petites buds-là, il faut qu'ils soient à l'extérieur de la terre. Donc, vous replantez ça, puis tout ce qui est qui est planté dans la terre, ça va refaire des racines, puis là, vous allez avoir votre plante qui va fleurir. Sinon, il y a l'autre méthode aussi qu'on peut, on va effeuiller en bas, on va enlever quand même les grandes feuilles, mais on va garder tout le trognon central du chou. Mais ça, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que quand on fait ça, souvent, le trognon, c'est plus fragile, c'est un peu plus mou. Puis durant l'hiver, il y a de la pourriture qui va se mettre au travers, puis ça va finir par casser. Donc, finalement, on se retrouve avec le même bout de trognon qu'on a à droite de l'image, là, où c'est marqué ça. Je pense que le mieux, c'est de couper son chou puis de le manger, là, de ne pas essayer de conserver la tige du milieu, bien que ça fait. Sauf que si vous faites ça, vous arrivez à faire ça, vous allez avoir plus de tiges qui vont vous faire des semences au bout de la ligne. Là. Ça, comme ça. C'est ça. Fait que là, quand on laisse, quand on plante le chou, puis qu'on plante le chou à l'extérieur, il y a des hampes, des mini-choux qui vont se développer sur le côté. Puis souvent, la grosse boule de chou, là, elle va fendre, puis bon, là, elle va tomber à terre, puis là, il y a une hampe florale qui va sortir de là.
souvent, là, c'est marqué de garder les choux dans un endroit réfrigéré entre 4 et 7 degrés. Moi, si vous êtes capable de descendre entre 1 et 5 degrés, je pense que ça conserve mieux puis c'est plus facile de repartir le chou au printemps. Donc, ça. L'autre manière, si vous n'avez pas de frigo, là, comme là, nous, on conserve dans une chambre froide d'un autre agriculteur qui nous donne le privilège d'utiliser sa chambre froide durant l'hiver, qu'il n'utilise pas. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours creuser un grand trou dans le sol. Puis là, quand je dis un grand trou, c'est surtout un trou profond. Il faut que vous tombiez en bas du point de congélation du sol. Donc, vous allez creuser beaucoup jusqu'à une profondeur là, de 6 pieds comme il faut, là, parce qu'on sait, le sol au Québec, ça gèle jusqu'à 4 pieds. Puis là, vous allez placer, dans le fond de ce trou-là, vous allez placer de la paille. Vous allez placer vos racines de chou avec la tête de chou. Vous allez rabrier avec de la paille, puis ensuite, vous allez renterrer. Puis, par-dessus tout ça, là, vous allez mettre de la paille pour être sûr que ça passe l'hiver. Vous pouvez remettre des feuilles. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour faire ça, mais ça fonctionne bien aussi. J'ai d'autres amis qui mettent ça, qui mettent certains types de choux comme les choux raves, parce que ça aussi, c'est un chou qui va fleurir la deuxième année. Le chou rave, ça prend un peu moins de place. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les choux raves dans un bac Rubbermaid avec la paille, puis ils vont enterrer le bac Rubbermaid. Fait qu'au printemps, c'est un peu moins chiant à sortir de terre, mais ça n'empêche que ça vous prend un trou qui est quand même profond pour être capable de conserver votre chou tout l'hiver. S'il y en a d'autres qui ont d'autres trucs, on est toujours preneur comme semencier, mais à date, en tout cas, c'est pas mal comme ça là, qu'on reproduit là, les choux là, d'une année à l'autre. Pour les bisannuels, là, les choux qu'on doit conserver là, 2 ans de temps. Ouais, c'était pas mal ça. Je suis pas mal rendue au bout. Est-ce qu'il y avait des... C'est super intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de personnes justement dans le chat qui disaient que tes infos sont vraiment accessibles, intéressantes. Puis moi, ce que je constate, en fait, c'est que tu as beaucoup fait d'essais-erreurs. Puis c'est au fil de toutes ces erreurs-là que tu t'en viens à nous partager ces conseils-là qui sont super appréciés, justement, pour ne pas faire les mêmes... Oui, bien, tu sais, je pense que le métier de semencier, c'est de tester aussi, d'essayer ça. C'est surtout de graber des informations à gauche, à droite, où ce qu'on peut. C'est sûr que, bon, il y a tout plein de spécialistes, puis de gens qui font ça depuis longtemps, des gens qui sont plus formés que moi aussi. Mais tu sais, souvent dans les livres, on va avoir quand même une bonne information pour partir, là, tu sais, comme le Saving Seed, le livre Saving Seed qui est quand même intéressant et qui donne beaucoup d'informations pour garder là, toutes sortes de végétaux, puis de reproduire les semences aussi. Sinon, après ça aussi, là, vous avez, qu'est-ce que je peux bien donner d'autre comme livre, là? Il y a Seed to Seed de Seed Saver qui a un autre bon livre à avoir quand vous voulez reproduire des semences. Sinon, c'est d'aller voir d'autres agriculteurs aussi, puis de s'entraider entre nous autres, là. Je t'entends pas, Julie. Ton micro est fermé. Il y a quelques questions dans le chat. Est-ce que tu voudrais que je t'en lance quelques-unes? OK. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il a entendu dire que le chou bouffe tout le phosphore du sol. Est-ce que c'est un mythe? Mythe ou réalité? Ah, c'est un mythe. C'est un mythe? Ça peut pas tout manger le phosphore du sol. Au Québec, on a des sols qui ont beaucoup, beaucoup de phosphore.
même qu'on n'aurait même pas besoin d'en rajouter. Mais c'est vrai que ça en consomme, mais c'est pas vrai que ça bouffe tout le phosphore qu'il y a dans le sol. Il y a du phosphore qui est assimilable, puis il y en a d'autres qui n'est pas assimilable. Puis, on rajoute du compost, on rajoute du phosphore, on rajoute du fumier, on rajoute du phosphore. Fait que, la plante, elle a besoin de d'autres nutriments que juste du phosphore. Elle a besoin d'azote parce que c'est une plante qui a des feuilles. Elle a besoin d'autres micro-éléments aussi. Donc, on a besoin quand même de... On ne peut pas faire pousser un chou juste dans l'eau. Ça ne fonctionne pas. Oui, parfait. Il y a Rachel Renaud qui demande si tu as des... en fait, elle demande s'il y a des collards qui résistent au froid. En Géorgie, aux États-Unis, il y en a plusieurs types. Et ici, au Québec, est-ce que toi, tu as essayé ça? Les collards, je n'ai pas réussi. Les kales, ça résiste bien au froid. Celui que je vends sur mon site, j'ai une de mes amies, je ne sais pas pourquoi, j'y ai donné des graines. Puis là, ça, c'est comme un test qu'on est en train de faire. Ça fait 3 ans qu'elle a la plante, qu'elle la fait pousser tout l'été, elle cueille des feuilles dessus tout le temps, même durant l'hiver. Puis le kale, il fleurit pas. Que là, on a comme une exception. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ça, le kale, il ne fait pas de fleurs, ce kale-là. Puis il gèle plus ou moins là, durant l'hiver, mais quand il va geler, mettons, on a eu des moins 30 quelques, là, puis là, elle a fait pousser ça dans une serre, mais qui n'est pas chauffée l'hiver. Là, son kale a vraiment gelé dur, mais on le sait, au printemps, il va repartir. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas, du Prestone dans cette plante-là. Ça ne gèle pas. Il ne gèle pas complètement, puis au printemps, ça repart un kale. Mais le collard, c'est plus fragile. Je ne sais pas si c'est parce que les feuilles sont plus grandes, moins frisées. C'est moins porté là, à résister au froid. Là. OK, merci. Il y a Estelle qui voulait savoir c'était quoi le nom du chou de Bruxelles frisé. Je pense que c'était dans ta présentation. Oui, c'est une quélette. Ça, c'est des F1, les quélettes. C'est pas des choux qui sont reproductibles. On ne peut pas les reproduire comme semences paysannes. C'est des hybrides qui ont été créés à partir d'un chou de Bruxelles et d'un kale. Puis, en arrière de ça, il y a des super méga entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de scientifiques avec eux. Puis c'est correct aussi. Ça donne des nouveaux légumes à essayer. Ça peut être intéressant aussi. Mais moi, je ne produis pas de ça. Je faudrait que j'essaye, mais je vais me limiter aux choux que je fais. Ça t'en fait déjà pas mal, hein? Oui. Il y a René-Claude Martin qui se demandait si le rapini faisait aussi partie de la même famille. Oui, le rapini, ça fait partie de la même famille. Donc, c'est dans la famille des Holacea. Fait que oui, ça va mixer avec tout ce qui s'appelle chou, un à côté de l'autre. Fait que, il y a juste les choux, comme les choux napa, tous les petits choux chinois, le tatsoi, tout ça. Ça va se trouver être dans la famille des napa. Donc, mais ces choux-là, ils vont hybrider entre eux. Il y a comme deux grandes familles de choux. Puis, c'est ça, on a les napa, puis les oléacea. Puis, ces deux-là, ils ne se croisent pas ensemble. Mais c'est quand même... on peut faire des beaux mix. On peut avoir des belles surprises en laissant tout fleurir ensemble, puis en replantant l'année d'après, on ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir. Parfait. Et Yves Petit qui demandait est-ce que le filet à grill empêche les pollinisateurs d'avoir accès à vos choux reproducteurs? Ce qu'on fait, c'est on va mettre les agrilles, on place les agrilles, puis quand on a les fleurs, on va désabrier 2 jours pour laisser les pollinisateurs rentrer dans notre variété. On va réabrier un coup, puis moi, j'attends souvent un autre 2 jours, juste pour être sûr. Puis là, je vais désabrier les autres variétés de choux pour être capable
ne se croisent pas ensemble, que la pollinisation ne se fasse pas entre les deux variétés. Mais oui, après ça, c'est sûr qu'on a de la cécidomie et autres beaux belles bébites à l'intérieur de nos filets. Je ne peux pas tout enlever, c'est comme impossible. Il y a une autre question. Isabelle Paquin se demandait si dans ton frigo, tes choux sont à racines nues ou est-ce que tu les mets en pot? Je ne les mets pas en pot, ils sont vraiment à racines nues. Par contre, je laisse un peu de terre après. Je nettoie pas là, super clean. Il reste pas un moton de terre, là, mais il reste un petit peu de terre après les racines. Fait que, comme ça, le chou, il garde son humidité aussi. Là. Puis je vois là, à ce que durant l'hiver, là, il manque pas. Mais vu que c'est entre 1 et 5 degrés, normalement, la plante, elle tombe comme en dormance aussi à ces températures-là. Puis c'est là qu'elle va inhiber son besoin de se reproduire aussi. Elle a besoin de rentrer en dormance pour être capable de faire sa production de fleurs l'année suivante. Là. Comme une hibernation. Parfait. Bien, ça va un peu dans le même sens. Il y a Nicole Dupré qui demandait si on pouvait garder le 2 pouces, mais avec racines dans l'eau. Est-ce que c'est possible de faire moi, ça? je ne ferais pas ça, aller mettre ça dans l'eau. C'est un frigidaire en général, c'est quand même assez, un environnement qui reste quand même assez humide. C'est pas, la plante, elle ne souffrira pas trop de ça. Là. Ça ne sera pas comme si vous ne voulez pas garder la plante en super forme non plus. Vous voulez qu'elle tombe comme un peu comme une marmotte. Il faut qu'elle dorme pour qu'elle soit capable d'inhiber sa germinance. Là. OK. Il y a Linda qui demande si tu pourrais si tu peux nommer quelques variétés de choux, tes coups de cœur. Ah, mes coups de cœur. C'est sûr que moi, mon coup de cœur, le chou soie de Buzeaud, ça, c'est mon coup de cœur intrinsèque. Ensuite de ça, comme chou, il y a les kohlrabi, les choux raves, le violet de Vienne puis le blanc de Vienne que j'apprécie beaucoup. Ensuite de ça, j'ai présentement, vu que je travaille sur un hybride de brocoli, je trouve ça super intéressant, là, le brocoli impérial avec le Dosico, que je tente d'hybrider depuis plusieurs années. On va finir par arriver à quelque chose de super intéressant. Mais c'est comme deux variétés de brocoli que j'aime. Ensuite de ça, il y a le chou-fleur romanesco, qui est toujours beau là, avec sa tête qui est en fractal. Ça, c'est vraiment des coups de cœur là, que j'ai. Parfait. Puis, il y a Jonathan Robitaille qui demande si on peut manger les fleurs de tous les choux. Oui, c'est vraiment, ça se mange tout, mais tu sais, je dirais brocoli, chou-fleur, ça se mange super bien. Les autres choux, je ne sais pas, tu sais, peut-être un peu moins intéressant comme. Mais c'est comestible, là, ça c'est sûr et certain. Même la graine, même la graine de chou est comestible là, aussi. Là. Si on regarde à l'époque lointaine, quand les filles du roi venaient au Québec, qui mangeaient des graines de chou pour être capables d'être en santé. Là. Fait que c'est des choses qui sont quand même. C'est une plante qui est versatile et qui est super intéressante, puis que malheureusement, on a tendance à peut-être oublier un peu parce que c'est gros un chou, mais ça fait une super belle plante décorative aussi, même dans un parterre. Aujourd'hui, il y a des choux décoratifs qui sont super beaux. Mais moi, je pense que je privilégierais, tant qu'à planter un chou décoratif en avant, je
planterai un vrai chou pour question d'être capable de le manger à la fin de l'automne. C'est sûr. Il y a Carole Arsenault qui disait qu'en Montérégie, c'est plus chaud. Puis elle voulait savoir s'il y avait des variétés plus adaptées pour cette région-là. Le soie de Buzeau, est-ce que ce serait correct? Oui, mais oui, il n'y aurait pas de problème à faire pousser le soie de Buzeau. Moi, je suis dans le centre du Québec, là, puis je suis sur le bord du lac Saint-Pierre. Je suis en zone quand même 4A. Il fait chaud chez nous. On a des belles températures longues tout l'été. Notre saison est un peu plus longue aussi. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ou on va faire une plantation de choux très tôt au printemps, ou on va partir un petit peu plus tard en saison pour avoir une production de choux qui va arriver plus tard en automne. Donc, ça, c'est le fait qu'on est dans une région qui est un petit peu plus chaude, comme Montréal ou la Rive-Sud aussi. On a plus d'UTM, donc on peut se permettre de cultiver là, à différentes périodes de l'année. C'est soit je pars mes semis de choux là, au mois de mars, là, début mars, pour être capable de transplanter au printemps. Ou sinon, je vais repartir des semis de choux, mais je vais les repartir juste comme à la deuxième semaine de juin. Puis quand là, je vais avoir mes 4-5 belles feuilles, là, je vais les transplanter au champ, puis je vais avoir une récolte plus tardive, par exemple. Là, ça se peut que mon chou il gèle au champ, mais c'est super bon là, quand même. Là. S'il n'y a pas de problème à ce qu'un chou gèle une ou deux fois, là, il va résister à ça. Parfait. Bien, là, je vois l'heure. On arrive près de 8h30. Le temps a passé rapidement en ta compagnie. Merci, merci beaucoup, Audrey. Merci. On aura découvert le chou grâce à toi. Tu m'as donné envie d'en manger. Bon. Tant mieux. Tu viendras essayer ou t'en semer cet été aussi. J'ai plusieurs variétés là, sur le site là, que les gens peuvent aller acheter puis essayer dans leur jardin. Là. Oui, c'est ça. On va partager justement le lien vers ton site Internet. Pour ceux qu'on n'a pas répondu à toutes leurs questions, mais peut-être que vous allez trouver des réponses à vos questions sur ton site Internet. Oui. On te remercie beaucoup. Puis j'invite tous les participants à nous suivre pour la programmation demain, puis dimanche aussi. Ça se poursuit, la fête des semences. Ce n'est pas terminé. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. Oui, je vous remercie d'avoir tous été là. C'était super. Merci pour ma première conférence. J'étais vraiment stressée, mais je pense que c'était pas si pire. Oui, tu as bien relevé le défi. C'était difficile à vulgariser. Tu as été dans le côté plus génétique, là, mais tu as fait ça. C'est quelque chose que j'aime ça beaucoup, mais c'est ça. Tranquillement, on apprend, mais on continue. J'aime ça partager ça aussi. C'est important. Fait que là, demain, n'oubliez pas là, de venir nous voir là, avec Téprine, puis je me souviens plus avec qui je suis demain. Là. Mais, Ah oui, tu vas être à la pêche ça glace. Ça va être drôle. Ça va être un autre environnement. Au lieu du bureau blanc, ça va être le lac Saint-Pierre tout blanc. Bon, bonne soirée, repose-toi bien, à demain. Merci, à demain. Bonne soirée tout le monde.